J'ai commencé moi-même à apprendre le français. Je suis autodidacte. Quand on n'a pas le choix, en fait, on fait pas mal de choses. Mais je dis, en fait, je vais pas me résigner à ce destin. Donc, j'ai pas d'autre choix, en fait, que créer ma boîte. Il y a beaucoup de gens qui perdent un job parce qu'ils n'ont pas un compte. Je suis plus habité que toi, la roue. Il va falloir que allez, tu me go, calmes. go. Ouais. Quitter son pays d'origine et tout reconstruire en repartant de zéro, mon camarade de jeu aujourd'hui s'appelle Roux Savard. Et son parcours est semblable à des milliers de Français d'ici et d'ailleurs qui ont dû fuir un conflit, une guerre, une oppression et tout reconstruire en France. Mais dans ce parcours d'émigration, il y a aussi des obstacles, des réjouissances, des failles, des bonnes fées. Tu es journaliste, entrepreneur, écrivain et réfugié politique. Et surtout, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, tu es devenu un acteur incontournable en faveur de l'inclusion économique et bancaire en France. Tu es engagé depuis ton adolescence dans la vie politique iranienne. Et à 26 ans, tu es forcé de fuir ton pays d'origine et de refaire ta vie en France. Ici, tu recommences à zéro, mais très vite, tu te réinventes. Tu fondes les Lettres Persanes pour partager ta vision de l'Iran. Tu montes une start-up sur l'innovation dans les médias. Tu t'engages auprès de Singa, une organisation internationale qui accélère l'inclusion des personnes nouvellement arrivantes. Puis plus récemment, tu cofondes Wellcount, une néobanque qui facilite l'inclusion sociale et économique des personnes réfugiées. Ton parcours, cher ami, est à la fois inspirant, rempli de résilience et d'enseignement. Et pour toutes celles et tous ceux qui ont dû fuir leur terre d'origine et tout réapprendre, je pense que tu es une leçon de vie à toi tout seul. Bref, j'ai la chance de te recevoir aujourd'hui dans Prends ta place et de jouer ensemble à mon jeu. Comment ça va, cher ami ? Ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir dans Prends ta place. Merci pour l'invitation. Et avec grand plaisir. Est-ce que c'est fidèle à ton parcours ? Très bien fait. Hein. Je suis impressionné. Pas fait de bêtises. Ouais. C'est incroyable. Cher Roux, avant qu'on démarre, je te propose d'écouter les règles du jeu. C'est parti. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche ? Tu me suis ? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la Banque Postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête ? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Est-ce que les règles sont claires ? Oui. Magnifique. Écoute, Roux, il te reste à choisir un pion, le pion de ton choix, la couleur... Je vais choisir la couleur vert. Ah, l'espoir. Voilà, l'espoir. Je pensais que tu allais prendre le bleu. Et j'ai... Parce que l'outfit Oui. Banque Postale. Ouais. Écoute, cher Roux, je te propose de tirer le dé, c'est parti. 1-5, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Prends pas la mouche. Ah, tu vois, on est tout de suite dans le dur. La carte s'appelle discrimination. Une étude de l'INSEE a révélé que les candidats perçus comme issus de l'immigration ont en moyenne 40% de chances en moins d'obtenir un entretien d'embauche par rapport à des candidats au profil identique mais perçus comme français d'origine. Je connais ton engagement sur Singa et j'aimerais bien que tu m'en parles. Singa, qu'est-ce que c'est et quel est ton rôle ? Je suis président de Singa. La mission de Singa, c'est de œuvrer de l'inclusion pour une société plus inclusive, notamment envers des personnes réfugiées, immigrées, des nouveaux arrivants, des gens qui partent pour des raisons variées, mais qui arrivent chez nous. Et l'inclusion, la vision de l'inclusion de Singa, c'est que cette immigration, c'est une chance, c'est une opportunité pour le pays. On regarde la personne immigrée, le nouveau arrivant, avec une approche pair à pair. Ce que j'ai aimé chez Singa, parce que au départ, j'étais parmi des autres réfugiés. Il y a un ami qui m'a dit, en fait, il y a une asso qui accompagne des personnes réfugiées entrepreneurs. Je lançais ma boîte et je dis non, les assos qui travaillent avec les réfugiés. Sur la partie urgence, c'est nécessaire et je suis bénévole moi aussi, mais pour la suite, non, parce qu'en fait, c'est pas inclusif dans le sens où ça m'aide pas à avancer. Chez Singa, c'était complètement différent. Au début, la première question, c'était comment tu peux nous aider ? Et ça, c'était en fait, ça fait longtemps qu'on m'a pas posé cette question. Tout de suite, j'ai dit, OK, bon, là, cet asso peut m'aider et moi aussi, je peux aider Singa. Et c'est ça la philosophie de Singa, c'est-à-dire que les gens qui viennent de partout, ils sont une source de richesse, de l'innovation et de l'impact pour nous. Et de compétences. De compétences. Et il faut en fait pouvoir en bénéficier. Et c'est un jeu gagnant-gagnant, à la fois pour la personne, mais aussi
pour la société. Je lisais une étude publiée sur Times Magazine qui disait que l'investissement et l'apport économique le plus important des personnes immigrées, c'est pas leur travail, c'est pas leur diplôme, c'est leurs enfants. Parce qu'en fait, ils travaillent tellement, ils se sacrifient tellement pour leurs enfants, qui crée en fait une source très importante en fait pour le pays. C'est déjà énorme. Waouh! En fait, j'ai jamais regardé comme ça. Mais en même temps, cette personne immigrée sacrifie sa vie, mais aussi son enfant qui subit ces discriminations. Exactement, double peine. Double peine, alors que c'est une richesse pour le pays. Et donc, comment on peut aller plus loin et de ne pas vivre en fait dans cette situation? Ça me donne envie, évidemment, de parler aussi de ces compétences que les gens perdent en migrant, comme si finalement leur diplôme de docteur ou d'ingénieur et autres Oui. ne vont plus être reconnus dans le pays qui l'accueille. C'est aussi une source de frustration pour toi? Beaucoup, en fait. Moi, quand je suis arrivé, j'étais entrepreneur, j'ai été journaliste et on m'a dit tout de suite, bon, oublie tout ça et dépose tes CV pour devenir caissière et tout. Après, tu verras. Je dis, OK, bon, hein, quand on n'a pas le choix, en fait, on fait pas mal de choses. Mais je dis, en fait, je vais pas me résigner à ce destin. Je veux continuer ce que j'aime faire et là où je suis bien. Ça demande beaucoup de sacrifices, Et de patience. de patience et de détermination, de gérer ses frustrations. Voilà. C'est aussi de redire à des gens qu'ils ont des compétences, qu'ils peuvent être utiles, que malgré le fait qu'à un moment, un système a déconsidéré leurs compétences, peut-être qu'ils valent mieux que ce que le système a laissé penser d'eux. Mais en même temps, exactement, en fait, c'est que, OK, il y a un système, mais aussi il y a une société. Il y a des gens, il y a des associations, il y a des incubateurs. Chez Singa, on a beaucoup d'incubateurs où on accompagne des entrepreneurs immigrés. Donc, même si sur le marché de l'emploi, et d'ailleurs, pourquoi, par exemple, les personnes immigrées sont 2 fois plus entrepreneurs que les locaux. En France, le chiffre en France, c'est 7%. Le chiffre sur les personnes immigrées, c'est 15%. Parce que au départ, en fait, le marché de l'emploi est beaucoup plus discriminant. Oui. Donc, j'ai pas d'autre choix en fait créer ma que boîte. créer ma boîte. Et donc, viens, en fait, tu peux créer ta boîte. Il y a un écosystème qui peut t'accompagner. Mais on dirait qu'aux États-Unis, ça a réussi quand même à certaines personnes qui ont migré, puisque en fait, je sais plus, il y avait un chiffre aussi qui venait. 40% des 500 fortunes américaines, des entreprises, ont créé par une personne immigrée, cofondée ou fondée par une personne immigrée. À ceux qui nous écouteraient, qui auraient des doutes sur le potentiel, le pouvoir, l'énergie, les compétences des personnes réfugiées, ouvrons un peu la porte à tous ceux qui ont envie de créer et d'apporter leur savoir-faire. Voilà, c'est peut-être ça le message de fond, non? Tout à fait. Je t'en prie, je te laisse continuer. Je suis plus habité que toi, la roue. Il va falloir que Allez, tu me go, go. calmes. Allez, Oups. Un petit 2, il est cassé, on le Deux. prend quand même. En plus, t'as la main, tu vois. Ouais. Allez, 1, 2. 2. Tu choisis. De la plus épicée à la plus cool. Allez, plus épicé. Ah, plus épicé, c'est par Allez, là. plus épicé. Ah, prends un stop. Bon, on continue sur notre sujet alors. La carte s'appelle humiliation. Tu dis que dans le parcours d'une personne réfugiée, elle est pavée d'humiliation. Lesquelles t'ont le plus marqué et comment on s'en relève? Et tu sais que t'es dans Prends ta place. Je suis attaché à ça sur les conseils que tu peux donner aussi à ceux qui nous écoutent. Quand je suis arrivé, je parlais pas un mot français. Et en plus, en tant que journaliste, la langue, c'est vraiment le base. métier de travail. C'est l'outil de travail. Donc, je dis, il faut que j'apprenne le français. J'ai commencé moi-même à apprendre le français. J'ai été et je suis autodidacte. Jusqu'au moment où, finalement, j'ai pu en avoir accès, genre après mon arrivée, peut-être 2 ans, dans une institution, allez, je vais dire Alliance française. C'était les cours financés par l'OFI. J'y vais, j'ai fait le test, je commence la première journée. À un moment donné, en fait, je commence donc comme les autres étudiants. Le prof, à la fin de cours, il regarde un peu les fiches des étudiants et dit « Ah, toi, t'es réfugié. Mais non, t'as pas de droit à ce niveau de cours, c'est élevé pour toi. Et comment déjà t'as passé le test ?» Et je dis « Mais en fait, là, je viens d'être puni et humilié parce que j'ai appris moi-même le français. » En fait, j'oublie jamais ce jour-là parce que c'était en fait vraiment une double. C'était à la fois punition et humiliation, mais ça m'a donné encore plus d'envie d'aller en fait améliorer mon français. C'était le seul heure que j'ai entre guillemets bénéficié de mes droits à l'apprentissage de français. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'accrocher et de poursuivre?
C'était en fait pour pouvoir en fait m'exprimer, j'entendais beaucoup de témoignages des enfants d'immigrés qui disaient qu'en fait j'accompagnais mes parents dans l'administration et c'était une expérience compliquée, humiliante à la fois pour les parents et pour les enfants. Et je dis en fait à tel point en fait sur la langue on est dépendant. Quand on veut s'exprimer, ça peut être même pour une francophone d'origine aussi, quand on ne sait pas s'exprimer, c'est quand même. Donc, je dis non, en fait, la langue, à la fois professionnellement, mais aussi personnellement, c'est un outil d'autonomie. Et moi, je veux maîtriser, en fait, cet outil. Parce que tu étais aussi journaliste de profession, c'était ton outil de travail. Oui, professionnellement, par exemple, quand j'ai proposé à l'époque à l'emploi, au Pôle emploi, on parlait d'il y a 12 ans, en fait, que les formations dont j'ai le droit, je préfère d'avoir une formation de la langue parce que je sais le journalisme, mais je ne sais pas écrire. À l'époque, ça a changé depuis, hein. Dans la logiciel, ça rentrait pas, en fait, une formation de la langue, ça rentrait pas. Quelles sont les choses qui ont été déterminantes où tu te dis ça m'a profondément aidé et je le conseille aux autres? Avoir cette détermination et le fait que c'est faisable. C'est-à-dire à la fois personnellement, on a une capacité de résilience, on a vécu le pire. Donc le reste, c'est voilà, ça peut passer, c'est difficile, c'est pas facile, mais on peut gérer. Et en même temps, malgré toutes ces mauvaises expériences, autour de nous, il y a des personnes sympas, dévouées, engagées. Elles sont la source d'inspiration. Aller vers les gens, créer des liens, c'est très important. Et surtout, en fait, en France, quand on vient, par exemple, de l'Afrique ou du Moyen-Orient, on est dans une culture beaucoup plus ouverte. On va, en fait, vers les gens. En France, en fait, c'est pas forcément le cas, mais j'ai appris que quand tu vas vers les gens souffrent. Donc, n'attends pas que les autres viennent vers toi. Et là, ça, c'est très important pour pas mal d'accès aux ressources aux gens, et ne serait-ce qu'en fait de se sentir entouré. Et ça, c'est important. Ouais, aller vers Ouais. les autres et prendre les mains tendues, Oui. même si elles sont moins nombreuses que Oui. les mains qui repoussent, a priori. Mais ils sont suffisamment nombreuses. Et bah, tant Voilà. mieux. Et merci à ceux qui font ce travail-là, dont les équipes de Singa. On continue? Allez. C'est parti. 6. Il accélère, allez, je te laisse faire. 2, 3, 4, 5, 6. Te prends pas la tête. La carte s'appelle Rencontre inspirante. On connaît l'importance du thé dans la culture persane. Si tu pouvais prendre un thé avec n'importe quelle personnalité, vivante ou disparue, ce serait qui ou laquelle? Edmond Dantès, Ah, de Comte de Monte Cristo. raconte-moi pourquoi. Mon frère l'aîné, il est écrivain, donc j'ai lu Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, Les en classiques. passant les classiques. Et donc, je dis, je vais relire pour améliorer mon français. Je vais lire ce que j'ai déjà lu, mais cette fois-ci en français. Donc, j'ai commencé les classiques. Et quand j'ai recommencé à lire Le Comte de Monte Cristo, je dis, ah ouais, en fait, le parcours de Dantès, ça ressemble tellement en fait à nous, quoi. En fait, il perd son amour, il perd sa famille, il perd sa fortune, mais après, il se réinvente. Après, lui, pour se venger. Et je dis, mais en fait, ok, je vais pas te faire ça, on ne doit pas faire ça pour se venger personnellement, mais en fait, avoir cette inspiration, cette motivation de se réinventer, c'était très, très, très inspirant pour moi. Donc on plonge dans le conte de Monte Cristo. Oui. Et surtout, on invite tous ceux qui ne l'auraient pas lu Ouais. ou à se plonger dedans. J'ai pris en fait mon livre, je suis descendu à Marseille et j'ai relu les parties où il passe au château, à la prison de Château d'If, là-bas. Bon, on va aller faire un tour vers Marseille pour Ouais. aller visiter ce château et se plonger dans un bout de ton parcours et un Ouais. bout de l'auteur. 2. Allez, 1, 2. Prends soin de nous. En partenariat avec la Banque Postale, la carte s'appelle Wellcount. C'est la première néobanque destinée aux nouveaux arrivants pour accélérer leur inclusion financière. Tu m'en dis plus? Comment est née l'idée? Ça vient d'où? Pourquoi? Alors j'ai compris que c'était ton parcours en creux. D'où vient l'idée et d'où vient l'envie? L'idée, c'est, comme tu te dis, c'est mon parcours. J'ai toujours galéré pour ouvrir un compte, pour utiliser un compte aussi, parce qu'en fait, ton compte peut être fermé, suspendu, parce que tu n'as pas la bonne nationalité, le bon papier, tu connais pas la langue, il y a une lettre que tu n'as pas compris. Voilà. Et en même temps, donc ça, ce que j'ai vécu pendant longtemps, et pas seulement moi, en fait. Il y a énormément de gens, en fait, qui vivent ça. Un jour, en fait,
j'ai décidé en fait de changer mon parcours professionnel. Et je dis mais où je vais vraiment m'investir en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, Et surtout que tu passes de ta start-up, oui. en fait, dans les médias, à ce projet de néobanque. Rien à voir. Exactement. Et même au départ, je ne savais pas que je vais créer en fait une néobanque. Au départ, l'idée c'est que je vais voir en fait quel est l'endroit, l'obstacle le plus important des personnes immigrées, des nouveaux arrivants, et je vais attaquer pour le réseau. Et le déclenchement, c'était après la crise en Ukraine. Il y a des amis qui m'ont appelé, ils ont dit Barou, il faut faire quelque chose et tout. Et on a fait des études de marché, donc je suis méthodique. On a interviewé nos personas et ils nous ont dit il y a 2 problèmes qui arrivent à la tête de tous les autres problèmes qui me bloquent. C'est le logement et la banque. Et tout ça, si j'ai pas tous les deux, je n'aurais pas accès à l'éducation, une carte SIM, un prêt, rien du tout, un job, etc. Donc, je dis, OK, je vais prendre en fait cette partie. En plus, c'est essentiel parce que c'est la sécurité financière et économique des gens, leur famille. Et c'est comme ça que le projet est né. J'ai cru comprendre que la Banque Postale soutenait aussi. La Banque Postale nous soutient en 2 étapes. D'abord, on est soutenu par l'incubateur FinTech de la Banque Postale, plateforme 58. Qui se trouve à Paris. Il se trouve à Paris, dans le 15e arrondissement de Paris. Donc, on était à SSNF. Quand on était sélectionné par plateforme 58, on est déménagé là-bas. Et en même temps, on est sur un projet de partenariat pour pouvoir en fait rejoindre nos forces avec la Banque Postale pour adresser les clientèles vulnérables de la Banque Postale, particulièrement des personnes immigrées. Okay. Parce que la Banque Postale, c'est la première banque des personnes immigrées. Aujourd'hui, il y a 3 millions nouveaux arrivants personnes immigrées qui sont bancarisés chez la Banque Postale. Mais en fait, on a senti tous les deux qu'en fait, on peut et on doit améliorer cette expérience. Et nous, grâce à nos outils, grâce à la GenAI, FinTech, mon expérience personnelle, mon équipe aussi, parce que je ne suis pas tout seul, nous, on a cette expérience. La Banque Postale a cette mission et cette légitimité. On peut additionner nos forces. Mais on a hâte de voir la suite et vraiment un immense bravo pour ce projet. Il est beau, il est sain et il est nécessaire puisque, comme tu le dis, les gens ont eu le sentiment parfois d'avoir des offres de seconde zone là où en fait on a besoin des mêmes services en fait. On parle toujours sujet égalité. Égalité, la dignité. Je veux qu'en fait, quand les gens sortent ma carte, qu'ils soient fiers en fait, parfois, parce que parfois il y a des offres bancaires où les gens disent un peu honte de sortir la carte. Exactement. Et là, c'est une expérience que je ne veux pas que nos clients vivent. Magnifique. On kiffe. Tu peux continuer, mais merci beaucoup Roux pour ces mots. Allez. 5 encore. C'est un fonceur. Tous les start-upers que je reçois, ils n'ont pas le temps. 5, te prends pas la tête. T'es prêt? La carte s'appelle MasterChef Savard. Je te propose de composer le menu de rêve sans frontières entre la France et l'Iran. Tu es prêt? Allez. Baguette ou barbarie? Barbarie. Bœuf bourguignon ou Khoresh Fessenjan? La nostalgie. Allez, Fessenjan. Gratin dauphinois ou tadig? Tadig. Crème brûlée ou Ferreni? Crème brûlée. Il avait même pas eu le temps de dire la crème brûlée. Café allongé ou thé au samovar? Café allongé. Pardon les Iraniens. Ton plat pour convaincre quelqu'un de découvrir la cuisine perse ou iranienne? Fessenjan. Ah oui, ok. Ouais. Hey, il va m'inviter. Oui. Bon, je t'invite. On va vous mettre le lien de la recette dans la bio. Oui. 4. Et ben 1, 2, 3 et 4. Prends-en de la graine. Ah, la carte s'appelle 10 ans. C'est le temps que prend l'inclusion économique et sociale pour des personnes réfugiées en France. C'est une période à la fois difficile et coûteuse, tant pour la personne que pour la société. Et avec Wellcount, tu veux réduire cette période à 1 an. C'est un sacré défi. C'est quoi les choses qui sont structurantes pour une personne qui arrive et qui vont être déterminantes? Tu as parlé du compte, mais il y a quoi d'autre? C'est d'abord, en fait, pour que la personne puisse gérer son argent de manière plus raisonnable, moins coûteuse, ça c'est important en fait. Et donc nous, on permet à la personne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui perdent un job parce qu'ils n'ont pas un compte. Donc ça paraît vraiment anecdotique, mais c'est important. Et une fois que tu perds un job, perds un logement, tu n'arrives pas à gérer bien tes enfants. Nous, on veut rassurer en fait cette partie. Ensuite, comment en fait on améliore la finance de la personne et sa famille. Donc on personnalise beaucoup d'offres
c'est là où l'intelligence artificielle intervient sur notre compte. Par exemple, une personne immigrée, quand arrive, qui ne sait pas, il dépense beaucoup d'argent sur un ticket à l'unité. Donc, notre outil va lui dire ah non, non, en fait, tu peux prendre une carte Navigo parce qu'en fait, l'outil peut apprendre les différentes dépenses. Et donc, à la fin de l'année, on voit de 500 à 1000 euros d'économie sur quelques postes de dépenses. Et donc, c'est important. Donc, plus on avance, on gère bien l'économie de la personne. On lui propose des offres adaptées à sa situation, des offres financières et extra-financières. Et aussi, on accompagne la personne dans son parcours. Ça, c'est pour nos ambitions de futur professionnel de l'emploi ou l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, à un moment donné, on accompagne la personne pour être connecté au bon acteur économique. Tout ça dans un objectif où la personne trouve sa place dans la société. Plateforme. Oui. Une plateforme avec différentes solutions. Oui. Et de se dire aussi, et comme toujours, on retrouve la même chose sur les quartiers aux zones rurales. Finalement, les gens qui ont les moins de moyens parfois payent le plus cher la facture d'électricité. Exactement. Ou payent le plus cher les transports. Il y a une étude de MIT que récemment la Banque Postale aussi a sorti, a accompagné une sociologue qui a publié une étude. Les personnes réfugiées, particulièrement même parmi tous les autres nouveaux arrivants, dépensent plus que le moyen national pour accès aux services bancaires et financiers, mais ils reçoivent moins. Et donc, ça, c'est vraiment une injustice énorme. Parce que, comme tu l'as évoqué, ils n'ont pas les solutions d'épargne qui leur sont proposées ou peut-être moins de conseils ou d'accompagnement. Exactement. Etc. En fait, et il faut aller en fait tout chercher à droite, à gauche, et en plus, tu es en détresse, tu es obligé d'accepter en fait toutes les offres. Tu as d'autres choses à gérer, trouver un toit, trouver un taf. Écoute, c'est une excellente solution. J'achète. Je ne suis pas investisseur, mais si j'avais ce potentiel, je connais certains investisseurs à tes côtés qui sont des personnes géniales. On croise les doigts bien fort. Merci beaucoup. Je fais un signe de prière. On croise les doigts bien fort pour que ça fonctionne et que tu trouves les bons investisseurs et les bons relais. Allez. 6. Oh là là là, on ne l'arrête plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus, il prend un coup de boost. Ah, rencontre. C'est le nom de ma carte. Une rencontre t'a-t-elle particulièrement marqué en arrivant en France? Beaucoup de rencontres, c'est très difficile d'en choisir une, mais j'ai une pensée particulière à Pierre Aski qui m'a offert la première job de journaliste, dans le sens où en fait une amie nous a présenté et c'était le point de départ de Lettres Persanes. On s'est dit on va écrire là-bas, je vais écrire, c'était en 2011, sur à la fois en parallèle l'actualité politique qui se passe en Iran, mais aussi en France. Et tu me parles de Lettres Persanes, justement? Oui. Et donc, au départ, c'était Regard Persan. Donc, c'était un blog abrité chez Route 89, plus tard acheté par l'Obs, Nouvelle Obs, qui a donné la naissance aux Lettres Persanes que j'ai créées après. L'écriture, le journalisme, c'est ta flamme. Tu m'en parles un peu, ça vient d'où cette passion pour l'écriture et pour le journalisme? Les deux, ma famille. C'est d'un côté, j'ai une famille un peu de côté de ma mère, un peu plus littéraire, artistique. Mon frère l'aîné, il est écrivain. Et en même temps, mon père, qui était très intéressé par tout ce qui était en fait, il ramenait des dictaphones, des caméras à la maison. Il n'était pas du tout expressif. Donc, il ramenait ça. Moi, je comprenais que lui, il bosse avec tout ça. Et j'allais en cachette, en fait, de découvrir, en fait, ce qu'il fait. Et les deux, en fait, ça crée un peu à la fois ma passion sur le journalisme, mais pas n'importe quel journalisme, l'innovation, en fait, dans le journalisme. En fait, un peu le côté, on crée des choses, c'est pas seulement l'écriture. Donc, si Welcome réussit, tu revends et tu recrées un média innovant. Figure-toi que j'ai un frère jumeau dont j'accompagne en fait dans la création en fait d'un outil, une start-up. C'est lui qui est à la tête et moi je l'accompagne. Et dans ma vie, j'ai eu cette chance d'avoir ce frère jumeau parce qu'il est artiste, il est plutôt en fait cinéaste dans la création de médias et cinématographiques. Et tout ce qu'il fait, comme si je le vis aussi. Donc s'il le réussit, comme si moi j'ai réussi. Donc c'est l'avantage d'être jumeaux. C'est vraiment c'est un deuxième toi. Oui, il y a un deuxième toi qui exactement. Et on se parle des fois pour l'anecdote. Il est allé chez son psy et il a raconté en fait des choses et il m'a raconté son échange avec son psy. Et après j'ai dit
Écoute, moi aussi, j'ai un problème. Est-ce que tu peux raconter à chaque fois que tu vas comme ça, en fait, on économise. 2 ans, à tous les jumeaux Ouais. qui nous écoutent. Mais en fait, vous devriez y aller à 2. Et comme ça, moi, Bah non, en fait, Oui, remarque. comme ça, on est Gain de temps. facturé. Fait, gain Quand de tu vas temps. nager, tu le sens sur ton corps ou pas? Non, Je veux bien, Non. moi. pas encore. Mais écoute, merci et merci Ouais. pour ta passion des mots, des lettres et des livres parce que c'est palpable et surtout parce que finalement, quand on fuit, quand on s'échappe comme toi et on n'a pas parlé de ça, mais il y aura peut-être la question qui va venir, on se déracine aussi de ses passions, de ses envies et tu as réussi à reconstruire ça. C'est fort et beau et puissant et j'espère inspirant pour tous ceux qui nous écoutent là. Ne pas lâcher, persévérer. Exactement. Et s'accrocher à ses passions. Finalement, c'est un peu ça qui reste de nous et dans notre vie. Ça peut être des passions personnelles, ça peut être la famille. Tout n'est pas l'entrepreneuriat, la Mhm. création. Je te laisse Allez. poursuivre. Fais un 6 pour terminer. Non, Il est mais incroyable, ce j'ai- garçon. Ah, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ouais, c'est Oui, ça. oui, si. Prends soin de nous. C'est le nom de la carte qui s'appelle Accomplissement. Et tu vois, on finit pas mal. Je sais que tu es un garçon humble et pudique sur tes réussites, tes épreuves, tes obstacles, mais j'aimerais te demander quelle est ta plus grande fierté. Je ne pense pas que j'ai fait vraiment un accomplissement jusqu'à maintenant. J'ai fait beaucoup de choses. Le chemin de Wellcount, c'est assez important pour moi. Et le jour où on arrive, on dit tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que en fait c'est fait et c'est évident pour tout le monde et qu'il y aura autant de gens qui en ont bénéficié, j'aurai ce sentiment que j'ai accompli des choses, une chose importante dans ma vie. Après, si on revient sur il y a 15 ans, il y a 6 ans, 16 ans, quand je suis arrivé en France, le fait que je puisse parler en français, c'était un accomplissement sans faire le cours. Restructuration de Singa aussi, pour moi, c'était un accomplissement accompagné par beaucoup de gens dans un moment très, très difficile qui était le Covid, qui était un peu ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que nos sujets ne sont plus sexy aujourd'hui. Donc, accompagné dans le passage à l'échelle de Singa, c'est quelque chose dont je suis fier aujourd'hui aussi. Et tu peux être très très fier. Merci pour tout. Je te laisse poursuivre pour voir si tu vas arriver sur la dernière case centrale. Il faut que tu retires le dé une dernière fois. Ah, Attends. un fonceur. Vas-y, je te laisse avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On y est. Allez. Est-ce que tu as douté de prendre ta place? Et c'est ma dernière question. Est-ce que Roux, aujourd'hui, tu estimes avoir pris ta place? Honnêtement, je ne pensais pas. Il y a déjà vraiment une place pour moi. Ce que je dis, je dois créer ma place. Donc, je pense que j'ai créé ma place dans un environnement où elle n'existait pas. Et c'est ça le challenge aussi, la difficulté de chaque personne qui arrive là où on ne l'attend pas? Exactement. En fait, c'est que justement, en fait, il y a des portes qui sont fermées pour nous. Il y a des secteurs qui sont interdits pour nous. Et donc, il faut créer en fait sa place ou prendre sa place, mais un peu plus ancré vraiment. C'est quoi les plus gros challenges finalement pour créer cette place? Tout d'abord, en fait, sentir cette légitimité. En fait, je suis légitime, je peux. En fait, c'est pour moi aussi. Il faut pas avoir trop d'illusions ou en rester seulement. Ok, je suis légitime, mais c'est vraiment le point de départ le plus important. Ensuite, d'être lucide, d'être bien entouré. C'est très important d'être bien entouré. Et tu parles de santé mentale, souvent des réfugiés dans Oui. tes prises de parole. Je suis heureux qu'on finisse sur ce point-là, parce que cette question de santé mentale, c'est quelque chose qui est sous-abordé. Il y a très peu d'accompagnement. Et en fait, tu le dis, pour créer sa place, il faut avoir la force mentale, l'énergie. On arrive, j'imagine qu'on est fatigué, épuisé. En plus, toi, tu as connu la prison. Il faut tout recréer. On n'a pas conscience du fait qu'en fait on a besoin en fait de se débarrasser de tous ces bagages et il faut en fait reconnaître que oui en fait là c'est quelque chose que je dois faire. L'entourage aussi doit en fait reconnaître ça. C'est pas comme tu dis en fait c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est un poids personnel psychologique très importante qui peuvent vraiment devenir une force pour la personne. Mais en fait, tout le travail, c'est comment je tourne ce plaid à un moteur. J'aime qu'on finisse par ces mots-là. Tu n'as pas pris ta place, mais créé ta place. Roux, c'était un honneur et un plaisir de te recevoir. Merci pour ton humilité, ton sens de l'innovation et du rebond, parce que je crois beaucoup en ta néobanque. Pour tous ceux qui nous auraient écoutés et qui ont envie de souscrire, il suffit quoi d'aller sur le site
Non, en fait, il suffit d'aller voir nos partenaires qui sont des associations, des entreprises ou des écoles. Donc, tournez-vous vers vos premiers points de contact ou très bientôt, j'espère, chez les bureaux de la Banque Postale. Le mot est donné, Voilà. la Banque Postale, on compte sur vous. Merci de nous avoir suivis, big up. Et à tous ceux qui doutent, n'oubliez pas, vous pouvez aussi créer votre place. Allez, à bientôt.